Par grand bonheur, j'eus l'idée d'opérer sur les terreurs superstitieuses et la conscience coupable du second. Rogers était mort dans l'après-midi, et son corps offrait, 1 heure après sa mort, l'un des plus dégoûtants et des plus horribles spectacles qui m'eût été donné de voir. Son estomac était démesurément gonflé comme celui d'un noyé qui restait sous l'eau pendant plusieurs semaines. Les mains avaient subi une transformation analogue. Et le visage, ridé, ratatiné, et d'une blancheur crayeuse, était en 2 ou 3 endroits cinglé d'éclaboussures d'un rouge ardent. Le second, y jetant un coup d'œil, et touché peut-être du remords de son crime, avait ordonné aux hommes de le coudre dans son hamac et de lui octroyer la sépulture ordinaire des marins. Pendant qu'on faisait les préparatifs pour lui obéir, le vent s'était mis à souffler furieusement et la tempête avait augmenté d'une manière furieuse. Cette besogne fut laissée de côté pour le présent et le cadavre de Rogers, abandonné à lui-même, se mit à nager dans les dallots de bâbord où il était encore au moment dont je parle, se débattant et se secouant furieusement à chaque embardée du navire. Nous nous mîmes en devoir d'exécuter notre plan aussi vivement que possible. Sitôt sur le pont, Peters rencontra l'homme de quart, et, s'approchant de lui d'un air insouciant, il l'empoigna à la gorge et l'avait lancé par-dessus bord. Puis, nous débarrassâmes le corps de l'infortuné Rogers de sa chemise, car elle était très aisément reconnaissable. Puis nous le jetâmes à la mer. Auguste resta en sentinelle sur le pont, afin que si l'un des hommes du second venait à monter, il supposa que c'était l'homme de quart. Sitôt en bas, je commençai à me déguiser de manière à représenter le cadavre de Rogers. La chemise que nous lui avions ôtée devait nous aider beaucoup. À l'aide de quelques couvertures, je m'accoutrais d'un estomac difforme et ballonné. Et je donnais à mes mains une physionomie analogue, à l'aide d'une paire de mitaines de laine blanche. Ensuite, Peters grima mon visage, le frottant d'abord partout avec de la craie blanche, et puis l'éclaboussant et le paraffant avec du sang qu'il se tira lui-même d'une entaille au bout du doigt. Nous nous glissâmes furtivement tous les trois jusqu'à la porte de la chambre d'équipage. Les bandits étaient évidemment sur leur garde. Tous avaient des pistolets et de nombreux fusils étaient déposés à leur portée. L'un d'eux parla de Peters. Le second lui répondit: Je ne peux pas comprendre. Je ne peux pas comprendre ce que Peters a à faire si souvent dans le gaillard d'avant avec le marmot du capitaine. Il faut que tous les deux filent par-dessus bord. Et le plus tôt sera le meilleur. Toi, va à l'avant et ordonne à ces faillis chiens de descendre ici, dans la chambre. Parce que là, je pourrais au moins avoir l'œil sur eux. Et je n'entends pas qu'il y ait des secrets à bord du navire. Nous eûmes tout juste le temps de battre précipitamment en retraite avant que le messager fasse son apparition, ailant Peters de sa voix et lui répétant les ordres du second. Mes deux compagnons se dirigèrent alors hardiment vers la porte de la chambre de l'équipage, entrèrent dans la cabine. Le second les reçut avec une cordialité feinte. Celui-ci dit à Auguste qu'il pouvait désormais s'installer dans la cabine et, puisqu'il s'était conduit si gentiment, se considérer comme un des leurs. Puis il lui remplit à moitié un grand verre de rhum et l'obligea à boire. Je m'efforçai de raidir tout mon courage et toute ma volonté pour descendre parmi les révoltés aussitôt que Peters me ferait un signal comme il avait été décidé. Il s'efforçait en ce moment de tourner la conversation sur les 1000 superstitions qui sont si généralement répandues parmi les marins. Je pouvais aisément voir l'effet sur la physionomie des assistants. Le second était évidemment très agité, et quand l'un d'eux parla de l'aspect horrible du cadavre de Rogers, je crus qu'il allait tomber en faiblesse. Peters
lui demanda alors s'il ne vaudrait pas mieux décidément le jeter par-dessus bord, car c'était, dit-il, une trop horrible chose que de le voir ainsi nager dans les dallots de bâbord. Le second respira convulsivement et promena lentement autour de lui ses regards misérables sur ses compagnons comme s'il voulait prier l'un d'eux de descendre pour faire cette besogne. Personne ne bougea et il était bien évident que toute la compagnie était arrivée au degré le plus élevé de l'excitation nerveuse. Peters me fit alors le signal. J'ouvris immédiatement la porte du capot d'échelle et, descendant sans proférer une parole, je me dressai tout d'un coup au milieu de la bande. Le prodigieux effet créé par cette soudaine apparition fut beaucoup plus grand que nous n'avions osé l'espérer. Le second se dressa sur le matelas où il était couché et retomba à la renverse raide mort sur le plancher. Des 7 qui restaient, il n'y en eut qu'à 3 qui manifestèrent quelque présence d'esprit, mais leur défense fut faible et sans résolution. Peters frappa l'un d'eux au moment où celui-ci allait décharger son fusil sur moi, et j'assommai le deuxième, un dénommé Parker, d'un coup sur la tête, cependant qu'Auguste parvenait à s'emparer d'un des fusils, à le décharger dans la poitrine d'un des autres révoltés. Il n'en restait donc plus que 3, mais ceux-là se battirent avec beaucoup plus de résolution et de furie. Auguste fut renversé et blessé en plusieurs endroits, au bras droit, et sans l'effroyable force musculaire de Peters, ils auraient bien pu finalement avoir raison de nous. Peters défonça le crâne de l'un d'eux, et un roulis du navire l'ayant jeté sur le suivant, il l'empoigna à la gorge. Ouais, il l'étrangla instantanément à la force du poignet, cependant que je parvins à abattre le troisième, au moment où il allait conclure le sort d'Auguste. Ainsi, en moins de temps qu'il m'en a fallu pour vous le raconter, nous nous trouvions maîtres à bord du navire. Le seul de nos adversaires restés vivants était Richard Parker, que j'avais assommé, et qui recouvra bien vite toute sa lucidité. Il demanda grâce, et nous lui attachâmes les mains dans le dos. Il était alors 1h du matin, et la tempête soufflait toujours d'une manière effroyable. Nous passâmes ainsi une nuit pleine d'une anxiété et d'une fatigue horrible. Quand enfin le jour parut, le vent n'était pas le moins du monde calmé. Pour ajouter à notre détresse, une lame énorme vint briser le baleinier dans le sens du vent et le lest se déplaça en masse à bâbord et le jeta complètement sur le côté. Chaque lame à présent venait briser complètement sur nous et en 5 minutes notre pont fut inondé de bout en bout. Nous nous attachâmes tous les 4 solidement au guindeau et nous nous couchions sur le pont aussi à plat que possible. Ce fut cette précaution qui nous sauva de la mort, car quand vint la nuit suivante, l'une des plus épouvantables lames que j'eus jamais vues vint briser d'aplomb par-dessus bord, enfonçant les écoutilles et inondant le navire d'un véritable déluge. Nous étions emparés, entourés d'un rempart d'écume. Chaque lame à présent venait briser complètement sur nous, nos têtes n'étaient véritablement hors de l'eau qu'une seconde sur 3. Je ne croyais pas que le navire pût tenir jusqu'au matin. J'avais abandonné l'ombre d'une espérance. L'état de faiblesse d'Auguste faisait de lui un objet d'inquiétude pour tous les autres. Très heureusement, la violence des lames qui tombaient sur lui se trouvait grandement amortie par un éclat du guindeau maintenant fracassé. Quant à moi, je tombais dans un état de quasi-insensibilité, durant laquelle flottèrent dans mon cerveau les images les plus charmantes, telles que des arbres magnifiques, des prés où ondulait le blé mûr, des processions de jeunes danseuses, des troupes de cavalerie et autres fantasmagories, des moulins à vent, des navires, des ballons, de grands oiseaux, des hommes à cheval, des voitures filant avec une vitesse furieuse et autres objets mouvants se présentaient à moi et se succédaient interminablement.